Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1. Et ça y est, c'est enfin le retour des Grands Prix ce week-end. Et en plus, il y a pas mal d'actus intéressantes, notamment sur le mercato. On le sentait venir, mais ça y est, c'est confirmé, c'est la fin d'un mariage qui n'aura pas fonctionné. Daniel Ricciardo n'était pas le leader que McLaren recherchait. Il a plutôt permis de faire émerger au sein même de l'écurie britannique le vrai leader de celle-ci, c'est-à-dire Lando Norris. Et McLaren a donc pris la décision de se séparer de l'Australien, vainqueur de 8 Grands Prix en Formule 1 et notamment leur seule victoire depuis 2012, enfin depuis fin 2012, depuis 2013. Les performances de Daniel Ricciardo étaient trop faibles chez McLaren. Alors si on veut le défendre, on peut dire qu'on a vu que c'est un pilote dont il a du mal à s'adapter à de nouvelles monoplaces. Il a dû l'année dernière s'adapter à la McLaren et cette année s'adapter aux nouvelles voitures de 2022, mais en tout cas il est clair que ses performances n'étaient clairement pas suffisantes. Preuve en est tout simplement au championnat des pilotes. Si on compare la 7ème place de Lando Norris avec 76 points inscrits, soit 4 fois plus que son coéquipier Daniel Ricciardo, 12ème du championnat avec seulement 19 unités. Ça fait très mal. Ricciardo est derrière des Magnussen, des Bottas. Bon, alors Alonso ça se défend un peu plus, mais voilà, derrière par exemple une Haas, ce n'est pas du tout possible quand on voit le niveau de performance de la McLaren. Il est très compliqué à estimer, mais en tout cas de son coéquipier Lando Norris est clairement le leader du milieu de peloton cette saison. Au classement des constructeurs, d'ailleurs, McLaren se bat clairement avec Alpine pour la 4ème place. Et sur les 95 points qu'elle a inscrits, les 19 de Daniel Ricciardo ne l'ont pas vraiment aidé et McLaren a besoin de 2 pilotes qui performent autant l'un que l'autre. Certes, son leader affirmé est Lando Norris, mais elle ne cherche pas un numéro 2. On peut éventuellement chercher un numéro 2 quand on surdomine le sport, ou au moins quand on se bat pour le titre. Mais quand on se bat dans le milieu de peloton, il faut 2 pilotes qui se poussent l'un et l'autre pour aller chercher les meilleurs résultats, comme c'était le cas avant chez McLaren avec Carlos Sainz et Lando Norris. Des résultats très homogènes et qui font progresser l'équipe au global. Là, on voit d'ailleurs que l'équipe stagne un petit peu dans le haut du milieu de peloton. C'est pas mal, certes, mais leur objectif à eux, c'est de se battre pour le titre. Et pour l'instant, clairement, ça ne semblait pas possible. On retiendra de Daniel Ricciardo malheureusement beaucoup de performances très compliquées, mais aussi, si on veut voir le positif, qu'il a été celui qui, lorsqu'on lui a donné la voiture, a été capable de faire gagner McLaren. Les Oranges ont donc besoin d'un duo de pilotes homogène et très rapide, et ce sera selon toute vraisemblance un duo de pilotes très jeune, puisque le coup de poker, si on peut dire ainsi, d'Oscar Piastri semble fonctionner. On se dirige vers un duo, toujours avec un Australien aux côtés d'un Britannique. Lando Norris, bien sûr, restera pendant encore un petit moment chez McLaren. Il est le chouchou, le protégé, mais on lui apporte un autre jeune pilote qui va essayer de performer au même niveau. Le but chez McLaren, c'est pas qu'il y ait un numéro 1, un numéro 2, c'est vraiment d'avoir 2 pilotes qui se poussent l'un et l'autre. Et donc, a priori, on devrait faire venir Oscar Piastri, à moins que le litige juridique qui les oppose à Alpine se termine en faveur de l'écurie française. Et on sait jamais si Alpine venait à l'emporter et obliger Oscar Piastri à conduire pour leur écurie. McLaren se retrouverait très mal dans cette situation. Mais écoutez, a priori, on devrait avoir Oscar Piastri dans la voiture l'année prochaine. On se fait pas trop de soucis là-dessus. La question maintenant, c'est quel avenir pour Daniel Ricciardo? Il semblerait qu'il soit libre de faire ce qu'il veuille. McLaren lui a proposé un de ses baquets dans une autre catégorie, mais vous vous doutez bien qu'il n'a pas envie d'aller en IndyCar, en Formule E ou en Extrême E. Clairement, Daniel Ricciardo, il voulait rester en Formule 1 encore un petit moment. Il espérait finir sa carrière avec McLaren. Malheureusement, selon toute vraisemblance, ce ne sera pas le cas, à moins qu'il y ait une retraite anticipée dès cette saison. Mais on a plutôt l'impression qu'il va chercher à obtenir un baquet dans le milieu de peloton, voire la fin. L'idéal pour lui en termes de niveau de performance, ce serait Alpine. Mais voilà, pour les deux, que ce soit pour Ricciardo ou pour Alpine, après le divorce qu'il y a eu fin 2020, Ricciardo qui quitte l'écurie, ce serait clairement un petit coup en termes d'image, ça ferait pas rêver. Certes, en termes de performance, ça pourrait être pas si mal, si Ricciardo retrouvait son niveau de performance de 2020, je pense que clairement Alpine ne s'en plaindrait pas. Maintenant, en termes d'image, c'est pas sûr qu'ils aient envie de le reprendre. De toute façon, pour ce qui est de l'image de Ricciardo, lui a été complètement désavoué par McLaren. Donc ça va être assez compliqué. Et si Alpine ne le prend pas, l'écurie française pourrait alors se tourner vers un Mick Schumacher qui semble en ce moment être l'autre piste la plus probable si on ne venait pas chercher Daniel Ricciardo, ce qui laisserait alors potentiellement une place chez Haas. Alors Ricciardo va devoir faire clairement une croix sur son salaire à plus de 20 millions d'euros par saison. Ça, c'est terminé. En même temps, il va quand même avoir ce que va lui payer McLaren pour terminer son contrat, puisqu'il semblerait, d'après Chris Maitland, que l'écurie britannique ait payé sa dernière année de contrat donc pour le libérer.
Dans ces cas-là, peut-être que Ricciardo accepterait un salaire plus faible et irait potentiellement du coup chez Haas. Ce serait une sorte de mariage de raison. Alors pour Haas, ce serait très bon, hein, c'est un excellent pilote. Et surtout en termes d'image, clairement avoir un Daniel Ricciardo dans votre équipe, c'est un vrai plus. Sinon, écoutez, quelles autres solutions pour l'écurie américaine si elle ne peut pas par exemple se payer un Ricciardo ou si celui-ci n'a pas envie de venir chez Haas, hein, là aussi ça pourrait se comprendre. On parle en ce moment d'un Antonio Giovinazzi qui va faire 2 séances d'essais libres hors programme jeune pilote, puisque bien évidemment le pilote italien n'est plus un jeune pilote, mais il conduira la voiture américaine à Monza puis au COTA, donc aux États-Unis. On est en train un petit peu de tester Antonio Giovinazzi pour savoir s'il aurait le niveau pour revenir en Formule 1 après une saison extrêmement compliquée en Formule électrique. Je crois qu'il a fini 23e sur 22 pilotes. 0 points inscrits, énormément d'abandons, enfin ça a été catastrophique la saison de Giovinazzi, mais écoutez, peut-être qu'il a par ailleurs conservé toujours un niveau correct en Formule 1. Maintenant voilà, Antonio Giovinazzi, ça fait pas forcément rêver. C'est Ferrari qui a voulu lui redonner du temps en piste et Haas, contre une certaine somme d'argent, on peut l'imaginer, a accepté. Mais voilà, un retour de Giovinazzi, bon bah clairement, ça fait pas rêver. Honnêtement, il méritait sa chance en Formule 1, il a rien montré de fou, et depuis qu'il est parti, sans vouloir l'offenser ou quoi, bah on peut pas vraiment dire qu'il nous manque, hein. On l'a un petit peu oublié, le pauvre Antonio. Et sinon, l'autre hypothèse, ce serait éventuellement un Nico Hülkenberg. En tout cas, compliqué de voir assez clair du côté de chez Haas. On va plutôt attendre la décision d'Alpine qui engendrera derrière la décision sur le baquet de chez Haas. Sinon, Mick Schumacher, a priori, reste quand même en pole position pour conserver son baquet s'il ne fuit pas chez Alpine. A noter en tout cas que selon Lorenz Barretto, Ferrari n'a pas de contrôle sur le deuxième baquet de Haas, ce ne sont pas eux qui décident de qui sera le deuxième pilote, et c'est pour ça donc qu'on peut envisager un petit peu plus large que Mick Schumacher ou juste Antonio Giovinazzi, avec donc notamment des Ricciardo ou des Hülkenberg. Enfin, les dernières places libres, c'est notamment chez Williams. Écoutez, Williams a toujours un baquet libre, même si on sait que Logan Sargent pourrait arriver. Sa première séance d'essai libre avec l'écurie basée à Grove n'est prévue qu'aux États-Unis, donc beaucoup plus tard dans la saison. Ce qui veut dire potentiellement qu'on va repousser la décision du côté de Williams, mais il y a en tout cas toujours un baquet libre à cet endroit. Après, est-ce que Ricciardo a envie d'aller chez Williams ? Ça, c'est pas certain. Maintenant, d'un autre côté, un line-up Alexander Albon, Daniel Ricciardo, incroyable pour Williams. Bon, il faut pas non plus oublier qu'en termes de performance, c'est probablement à l'heure actuelle la pire écurie sur le plateau, donc bon bah forcément ça ne doit pas faire rêver l'Australien. C'est pour ça qu'on imagine plutôt une solution comme Sargent, ou autre d'ailleurs, il y a d'autres pistes encore à explorer. Et enfin, 2 écuries n'ont pas encore confirmé leur deuxième baquet. A priori, c'est pas vraiment des pistes pour Daniel Ricciardo, mais c'est quand même intéressant de suivre l'évolution là-dessus en termes de mercato. Du côté de chez Alfa Romeo, Zhou se dit confiant. Il pense avoir prouvé suffisamment pour mériter une deuxième saison en F1. A priori, on se dirige vers une reconduction du chinois, et de toute façon, même s'il était écarté, c'est plutôt Théo Pourchaire qui serait en pole position pour le remplacer, donc on imagine plutôt un de ces deux-là dans l'Alfa Romeo l'année prochaine. Et enfin, le dernier baquet disponible, c'est celui de chez AlphaTauri. Mais alors, voir Ricciardo chez AlphaTauri, c'est complètement inenvisageable, il va pas revenir là où il a été formé, et surtout dans la petite écurie de Red Bull, hein, clairement, en termes d'image, ce serait vraiment catastrophique, et je ne lui souhaite pas d'y retourner. Et a priori, on se dirige plutôt vers un Yuki Tsunoda reconduit une saison de plus. Mais attention, on sait tout de même que les humeurs du Dr Helmut sont très variables. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon du côté de chez McLaren et de tous les baquets un petit peu disponibles à l'heure actuelle en Formule 1. On verra quelles décisions donc seront prises, quel sera l'avenir de Daniel Ricciardo en Formule 1, si également c'est bien Oscar Piastri qui ira chez McLaren. Bref, je vous tiens au courant dans les prochaines semaines. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine. Et tout d'abord, c'est le retour ce week-end des Grands Prix de Formule 1. On est de retour à Spa en Belgique après une édition 2021 qui tout simplement n'avait pas eu lieu. On n'avait pas eu de Grand Prix à cause du déluge qui s'était abattu sur le circuit de Spa-Francorchamps. On prévoit encore de la pluie ce week-end, attention à cela. Bref, on reparle du déroulé de ce week-end de Grand Prix dans le programme avec une annonce. D'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Ce qu'il faut savoir notamment sur ce circuit de Spa-Francorchamps, c'est qu'il a évolué. On le savait, le raidillon de l'eau rouge a été jugé clairement trop dangereux après notamment le crash très violent de Lando Norris l'année dernière et bien sûr le crash qui avait coûté la vie à Antoine Hubert en 2019. Et donc les zones de dégagement autour du raidillon de l'eau rouge ont été élargies. En tout cas, les zones
de dégagement ont été largement agrandis, il y aura de la place pour sortir un petit peu de la piste, nouvelle tribune également à cet endroit-là, et voilà, on espère qu'on se fera un petit peu moins peur cette année sur le circuit de Spa-Francorchamps. À noter pour le spectacle, et ça pourrait être très intéressant notamment au premier tour et surtout au premier virage, le virage donc de la source, une grosse épingle très compliquée où souvent il y a du contact, voire même des gros accrochages, et en tout cas très souvent on va au-delà du circuit et des limites du tracé dans l'échappatoire. Et bien cette année il n'y a plus d'échappatoire, c'est un bac à gravier, et on pourrait clairement voir des pilotes rester coincés à cet endroit au premier virage. Il faudra donc être présent au départ de la course. C'est donc le retour de la Formule 1 et je vous propose en quelques secondes de faire quand même un petit rappel sur ce qu'il en est des classements pilotes et constructeurs qui sont largement dominés par Max Verstappen et Red Bull. À l'heure actuelle, on a une marge très large du côté de l'écurie autrichienne, 80 points d'avance pour Max Verstappen sur Charles Leclerc au championnat du monde des pilotes. Charles Leclerc va clairement devoir aligner les victoires s'il veut encore espérer pouvoir jouer le titre cette saison. Ça s'annonce compliqué, mais qui sait, peut-être que ça n'est pas impossible. On suivra ça donc avec attention. On suivra aussi les erreurs de Ferrari qui peuvent peut-être permettre à Mercedes de revenir dans la lutte pour la deuxième place du championnat des constructeurs. Seulement 30 points séparent les rouges de Mercedes. Quand on sait les difficultés que la firme à l'étoile a rencontrées en début de saison en termes de performance, c'est assez incroyable à imaginer. Et en plus, les flèches d'argent sont en train de revenir. Donc qui sait, il y aura peut-être une belle bataille pour le titre de vice-champion cette année, si jamais Red Bull est vraiment intouchable. Derrière, on suivra avec attention la lutte pour la 4e place au classement constructeur, avec seulement 4 points d'avance pour Alpine sur McLaren, avec des Alonso et des Ricciardo qui quittent leurs écuries respectives à la fin de la saison. On fera très attention à leur attitude, même s'ils ont l'air quand même d'être motivés pour finir en beauté. Et derrière, on suivra la lutte pour la 6e place, avec Alfa Romeo qui semble quand même avoir pris un certain avantage, 17 points d'avance sur As, mais l'écurie américaine bénéficiera des améliorations sur ses 2 monoplaces. Mick Schumacher va les recevoir ce week-end à Spa, et donc on surveillera ça avec attention. Et derrière aussi le retour d'Aston Martin pour les dernières courses de Sébastien Vettel, et voir si Williams peut engranger de nouveau quelques points. Ce sera aussi le retour de la F2 et de la F3 ce week-end en Belgique, et comme on approche de la fin de saison, plus que 4 meetings en F2 et 3 seulement en F3, je vous propose également de jeter un coup d'œil au classement. La F3 tout d'abord, il faudra suivre ça avec attention puisque ça va se terminer très vite, 3 week-ends de course qui vont s'enchaîner en même temps que la F1, donc Spa, Zandvoort et Monza. À l'heure actuelle, les 2 Français, Isaac Hadjar et Victor Martins, sont à égalité en tête du championnat, donc on suivra avec grande attention cette bataille jusqu'au bout. À noter également qu'Arthur Leclerc est en embuscade à seulement 9 points derrière. Seulement 3 meetings restants, on va très vite avoir le dénouement, ça permettra aussi d'attribuer les sièges pour la F2 l'année prochaine, mais en tout cas on suivra avec attention le final de ce championnat de F3, et on suivra également la remontée de Théo Pourchaire en Formule 2 à 4 meetings de la fin, puisqu'on va se rendre là aussi à Spa, à Zandvoort et à Monza, mais on terminera à Abu Dhabi, donc fin novembre, il y aura une grosse coupure pour la F2. Théo Pourchaire est en train de revenir sur Felipe Drugovich, plus que 21 points d'écart entre les deux. On suivra donc avec attention le potentiel retour en tête du championnat du français, et à noter que donc le fameux Logan Sargent, piste du baquet Williams, est 3e avec 119 points, soit 61 de retard sur Drugovich. Pour les 55 ans d'AMG, Mercedes a présenté cette semaine une livrée spéciale hommage à la Red Pig, vainqueur des 24 heures de Spa 1971. Malheureusement, cette livrée ne sera pas utilisée en piste. Je dis malheureusement parce que bon, quitte à le faire, autant aller au bout des choses. Seulement des stickers rendront hommage à cette voiture légendaire. Et la Mercedes évoluera donc très légèrement en termes de design, mais pas en termes de couleur. J'aurais bien aimé la voir en piste, mais bon écoutez, c'est comme ça. Et puisqu'on parle de constructeurs historiques, l'annonce de l'arrivée d'Audi en F1 pourrait être imminente, contrairement à ce qui était attendu, parce qu'il y avait encore beaucoup de discussions, ça semblait pas acté du tout. Et bien la marque Cosano pourrait annoncer son arrivée dans la discipline pour 2026 dès ce week-end à Spa. Et apparemment, pourquoi ça irait mieux avec Audi qu'avec Andretti, puisque je vous rappelle que l'année dernière, Sauber a refusé une offre de rachat de 350 millions de la part de Michael Andretti. Et bien c'est parce que le patron de Sauber garderait des parts et resterait actionnaire minoritaire, donc Audi ne rachèterait que 75% de l'écurie de Formule 1, et il y aurait toujours l'usine basée à Hinwil. Simplement les moteurs seraient maintenant produits à Neuberg en Allemagne, mais pour le châssis on resterait à Hinwil en Suisse. Donc voilà, on prend plus en compte l'histoire de l'entité Sauber, et il y a également plus d'argent qui est proposé par Audi, ça fait jamais de mal. Donc voilà, on se dirige a priori vers ces modalités pour l'arrivée d'Audi en Formule 1, a priori à horizon 2026.
Et justement, on parle d'écuries qui veulent arriver en Formule 1. Andretti a annoncé cette semaine la construction d'un nouveau quartier général, une énorme usine pour 2026, une usine d'environ 53 000 m² basée dans la région d'Indianapolis et qui devrait servir pour toutes les activités d'Andretti, donc qui sont par exemple engagés en IndyCar. Mais si on regarde avec attention la photo d'annonce donc de ce futur QG, on observe une Formule 1 dans une vitrine. Donc voilà, clairement, ça fait partie du projet global d'arrivée d'Andretti en F1, cette usine y participe. L'usine est prévue pour 2026, on sait qu'eux veulent arriver dès 2024, mais bon, en tout cas, ça montre que clairement, ils vont se donner les moyens de leurs ambitions, même si selon Stefano Domenicali, leur volonté d'arriver en F1 est beaucoup trop bruyante, ils font beaucoup trop de bruit, parce qu'on voit Michael Andretti donc qui communique énormément autour de cette arrivée, qui va voir les directeurs d'équipe, qui parle beaucoup dans la presse. Stefano Domenicali préférerait qu'il le fasse de manière plus traditionnelle, c'est-à-dire simplement en remplissant ce que demande la FIA, donc c'est-à-dire en remplissant tous les engagements qui sont nécessaires à l'arrivée d'une nouvelle écurie de Formule 1, ou même en rachetant une autre écurie à l'heure actuelle, parce que s'il n'y a pas de vraie valeur ajoutée, lui ne veut pas d'une 11e écurie. Donc voilà, on sent clairement que le paddock F1 est toujours très réticent à l'arrivée d'Andretti, qui pourtant se donne ou semble vouloir clairement se donner les moyens de ses ambitions en Formule 1. Et enfin, la dernière annonce, elle a là aussi été faite par Stefano Domenicali, le patron de la Formule 1, au journal L'Équipe. Il n'y aura pas de Grand Prix de France en 2023, c'est confirmé. Il affirme qu'ils sont toujours en discussion avec la Fédération française du sport automobile et même le gouvernement pour avoir un retour potentiel en 2024-2025, la possibilité d'une alternance avec un autre Grand Prix, mais en tout cas, la F1 ne figure pas au calendrier 2023 en préparation. C'est une bien triste nouvelle, mais voilà, on connaît les raisons, c'est économique. C'est parce que la France ne peut pas proposer autant d'argent pour que la F1 se rende sur son territoire et au circuit Paul Ricard, au Castellet, par rapport par exemple au Qatar qui va faire son retour l'année prochaine, mais également à l'Arabie Saoudite qui est le Grand Prix qui offre le plus d'argent à la Formule 1 pour qu'elle se rende sur son territoire. Et c'est ainsi, malheureusement, Stefano Domenicali semble clairement faire abstraction, ou en tout cas donner une importance très faible à l'aspect historique des Grands Prix de Formule 1, et malheureusement, la France n'aligne pas suffisamment d'argent pour rester au calendrier de la F1. Ce qui est triste surtout, c'est qu'on sait que quand ça disparaît et qu'il n'y a pas un plan clair et établi pour les prochaines années, en général, ça finit par être une disparition totale du Grand Prix de France sous sa forme actuelle, en tout cas au Castellet. On l'a vu même avec Hockenheim par exemple, qui pendant un long moment a tenu l'alternance avec le Nürburgring, et puis au fur et à mesure, ça s'est fait petit à petit, mais même voilà, si la France venait à revenir une année sur deux, ça finit par disparaître. Bon, déjà, si ça revient une année sur deux pendant un petit moment, ce serait déjà pas mal à l'heure actuelle. On va essayer de voir comment notre Grand Prix peut être sauvé. Malheureusement, ça semble clairement être en assez mauvaise posture, avec notamment d'ailleurs le départ du directeur du Grand Prix de France, Éric Boulier, qui est pressenti pour prendre la tête de Hyundai Motorsport en WRC, mais qui en tout cas devrait quitter ses fonctions à la tête du Grand Prix de France. Ça montre bien que quelque chose ne fonctionne plus. Voilà pour les news de cette semaine. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil dans le rétro spécial Spa-Francorchamps avant le programme et l'annonce de ce week-end. Après une saison pleine d'espoir, ponctuée notamment de 6 podiums et d'une 7ème place au championnat du monde des pilotes en 2013, Romain Grosjean se tourne plein d'espoir vers la saison 2014 de Formule 1 et son changement de réglementation qui pourrait lui permettre, avec le départ de son coéquipier Kimi Raikkonen, de se battre définitivement pour des victoires de plus en plus régulièrement et espérer enfin aller en décrocher une première en Formule 1. Il n'était pas passé loin en 2013. Romain Grosjean est propulsé leader de l'écurie Lotus qui place de très nombreux espoirs envers le jeune français, mais malheureusement l'écurie basée à Enstone produit un châssis pire encore que ne l'est le moteur Renault déjà très peu performant en 2014 avec le changement de réglementation, et la Lotus est extrêmement décevante. C'est une très mauvaise voiture. Romain Grosjean ne rentre dans les points qu'à 2 reprises. 2 fois 8ème, il inscrit seulement 8 petits points au championnat du monde des pilotes, termine 14ème de ce classement. C'est une saison catastrophique, extrêmement décevante pour Lotus, qui va donc choisir pour 2015 de se donner toutes les chances de réussir en récupérant le moteur Mercedes le plus performant et de très loin sur la grille. Ça va un petit peu mieux cette saison-là pour Lotus, même si le châssis est toujours clairement mauvais.
L'écurie est en grosse galère, elle est endettée, en passe d'être vendue, mais malgré tout, Romain Grosjean termine sur la première partie de saison 5 fois dans les points, avec notamment 3 7e places, donc il y a du mieux en 2015 pour Romain Grosjean. Quant au retour de la trêve estivale, il se positionne comme un prétendant surprise au top 5 sur le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, un Grand Prix qui demande beaucoup au moteur, et le moteur Mercedes de la Lotus est clairement sa seule qualité. Le Français est la grosse surprise de la séance de qualification puisqu'il signe la 4e place en Q3. Malheureusement, il est pénalisé de 5 places sur la grille pour changement de boîte de vitesse. Il ne s'élance que 9e, peut toujours espérer de bons points, mais voit les plus hautes places et notamment le podium s'envoler. Cependant, il va s'accrocher pendant toute la course, remonter dans le peloton, dépasser notamment des Williams qui étaient extrêmement performantes à ce moment-là et mettre la pression en fin de course sur Sébastien Vettel qui est sur une stratégie décalée. Quand dans l'avant-dernier tour, Romain Grosjean est vraiment très bien placé derrière Sébastien Vettel, juste après le raidillon, le pneu arrière droit de la Ferrari explose, part en lambeaux et Romain Grosjean se retrouve propulsé 3e derrière les deux Mercedes de Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Il monte sur un podium totalement inespéré, inattendu, un podium incroyable pour le pilote Lotus, sans doute le plus beau des 10 qu'il a obtenu dans sa carrière en Formule 1, performance extraordinaire qui a ravi toute son écurie ce week-end-là clairement, en plus de l'aider au championnat du monde des pilotes et d'aider son équipe au constructeur. Pour une équipe qui est en galère financière, il n'y a rien de mieux que d'avoir une belle performance qui va souder tout le monde. Et quoi de plus symbolique que de monter sur un podium. Ça n'arrivera d'ailleurs plus à la structure d'Enstone qui sera rachetée par Renault en 2016 jusqu'à 2020 et le retour sur le podium de Daniel Ricciardo. On en parlait au début de cette émission et on boucle la boucle avec un Daniel Ricciardo très performant en 2020 et qui signe 2 podiums dans un premier temps au Nürburgring puis derrière à Imola avant un podium d'Esteban Ocon en fin de saison. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time. Le programme de ce week-end est avant tout une petite annonce pour vous dire que je ne sais pas exactement ce qu'il va en être des lives et également des prochains épisodes des Actu F1 de la semaine puisque je déménage. Je bouge à Lille pour mes études et donc je ne sais pas exactement comment ça va se passer, si je pourrais faire des lives et des vidéos. Les vidéos a priori ça devrait continuer mais je sais pas exactement sous quel format, à quelle fréquence. On va essayer de continuer les Actu F1 de la semaine pour l'instant et d'essayer de faire un live pour le Grand Prix de Belgique qui est le principal événement de ce week-end, forcément la qualification à partir de 16h et donc j'espère que l'on se retrouvera pour la course dimanche à partir de 14h45. Le meilleur moyen de toute façon d'être informé des prochains lives et des prochaines vidéos, c'est de vous abonner à cette chaîne, c'est également le meilleur soutien que vous pouvez apporter et donc forcément d'activer la cloche des notifications. J'espère donc qu'on se retrouvera ce week-end en direct pour suivre la Formule 1, mais il y a également de la Formule 2 et de la Formule 3, je vous affiche le programme. A priori, on devrait se régaler comme d'habitude avec ces catégories-là, il y a toujours beaucoup de spectacles. Sur ce, bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur soutien que vous pouvez y apporter. J'espère donc qu'on se retrouve dès dimanche, en tout cas on se retrouvera très bientôt en vidéo, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant et on va continuer de suivre ensemble les Actu F1 de la semaine. Portez-vous bien d'ici là, c'est le plus important et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.